Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. C'est la 29e émission de Bug, votre podcast préféré sur les séries télé et sur le cinéma d'aujourd'hui, d'avant et de demain peut-être. Alors, nous sommes aujourd'hui toujours accompagnés des fidèles serviteurs que sont Seb. Salut Seb. Oui, Sébastien? Oui, je suis là. J'étais juste en train d'écouter et du coup j'ai voulu vous faire profiter d'un best-of des interventions de Bastien. Ah, très bien. Et tu es en forme, Sébastien, ça va? Exactement, je suis super en forme, je n'ai pas du tout une toux qui va être gênante. Très bien. Et nous avons le troisième acolyte, Sébastien. Salut Bastien. Hey, 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 salut à vous les fidèles auditeurs. Alors vous kiffez de nous écouter gratuitement, hein? Bah non, maintenant va falloir un petit peu raquer, parce que je l'annonce ce soir, si nous ne trouvons pas un accord financier avec le groupe YouTube, eh ben on va couper le signal. Et là, ça rigole tout de suite beaucoup moins. Vous le sentez le chaos venir, les désabonnements en rafale. Oui, on menace, si vous voulez du bug. Va falloir s'aligner les gars maintenant, n'est-ce pas mes chers comparses? Tout à fait. Nous pouvons être payés en cookies et autres choses alimentaires. Cookie. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos dons. On vous promet pas le grand soir, ni à manger ni à boire, mais allez-y, envoyez vos dons comme pour le Téléthon. Donc je Tu dis suis ça Alphonse parce que Badet. Bastien est là. Téléthon. Je dis ça voilà, exactement. Téléthon qui croyait prendre. Donc aujourd'hui, je crois que nous avons encore un sommaire assez palpitant. Nous allons essayer de faire une émission qui ne dépasse pas l'heure. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avant l'émission, et autant vous dire qu'on n'y arrivera probablement pas. Donc voilà, nous avons un sommaire, je crois, muy caliente venant de Sébastien qui va traverser les frontières belges et françaises pour arriver au sud de l'Europe. Et Bastien nous fera encore une sorte de petit, comment dirais-je, pot-pourri. petite voilà, un pot pourri, une rétrospective de ses visionnages récents sur lequel nous aimons nous épancher allègrement et langoureusement. Eh bien écoutez, si tout le monde est prêt, nous allons commencer tout de suite par Sébastien. Et de quoi vas-tu nous parler, Sébastien? Eh ben, j'avais dit il y a 2 semaines que j'allais parler de Three Billboards, mais comme je suis un gros connard, j'ai changé d'avis. Ce sera donc pour plus tard. À la place, il fallait faire très fort, donc j'ai décidé de faire un doublé espagnol qu'on appellera Ma que pasa España. Donc on va commencer par La Casa de Papel, qui contrairement à ce que tout un tas d'idiots peuvent dire, n'est pas une série originale Netflix. C'est juste pour l'international, rachat, etc. À l'origine, c'est une mini-série de Antena 3 créée par Alex Pina. J'aime beaucoup ce nom. Et oui, j'ai bien dit mini-série. Alors pourquoi Netflix a balancé la saison 1 tout en annonçant la deuxième pour avril? Eh bien, je vous explique. On a donc une mini-série de 15 épisodes d'une durée de 70 minutes chacun. Traduction s'il vous plaît? 70. Merci. Mais pour le public international, les épisodes ont été totalement remontés pour avoir une durée entre 40 et 50 minutes. Donc les 9 premiers épisodes deviennent une saison 1 de 13 épisodes, et les 6 derniers vont devenir je sais pas combien en avril sous la forme de saison 2. Et là, je comprends pas. Pourquoi Netflix fait ça? Les mecs ils te balancent des séries avec des durées à chaque fois totalement aléatoires. T'as des épisodes de 30, 40, 50, 60 minutes dans la même saison de la même série. Godless par exemple avait des épisodes de 70 à 80 minutes, mais c'est permis d'en avoir 2 de 40, 45. Donc Netflix, j'ai une question pour toi. Pourquoi? Donc ça, c'était pour les coulisses. Et maintenant, pour tous ceux qui me pointent du doigt que je balance pas souvent le pitch, voici le synopsis de La Casa de Papel. Mais Merci, parce qu'on t'aurait pas raté si tu l'avais pas fait. ouais, mais dans sa langue originale. Oula. Un misterioso personaje llamado el profesor planeé el mayor atraco jamás realizado para llevar a cabo el ambicioso plan recluta a una banda formada por personas. Nelson. Quoi? Nelson. La traduction, s'il vous plaît, Nelson. Attends, il arrive après. Un tanto peculiares, pero que tienen una cosa en común. No tienen nada que perder. Pardon. Alors, les auditeurs, vous pouvez passer et revenir dans 2 minutes. Su objetivo es entrar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y aguantar allí varios días para crear su propio dinero con 67 Snoop Doggy Dogg. sin poder saber ciencia
cierta si saldrán vencedores del mayor atraco de la historia. D'accord, ça c'est pour l'épisode 1, mais après. Voilà, donc ça c'était pour notre public international, et si vous n'avez pas bien compris de quoi il retournait, j'explique. On a donc un mec qui se fait appeler le professeur, qui recrute 8 criminels dans le but de commettre le braquage du siècle, soit 2,4 milliards d'euros. Pour ce faire, ils vont investir la fameuse Casa de Papel, à savoir la fabrique nationale de la monnaie. Il compte y rester 11 jours pour imprimer un max et se barrer sans faire couler la moindre goutte de sang, et ce malgré 67 otages et les flics à l'extérieur. Alors, forcément, un truc dont personne ne parle qui débarque sur Netflix, ça crie au génie. Mais est-ce que ça le mérite? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. Déjà, le pitch est très bon. Parce que vous l'avez tous compris quand je l'ai dit en espagnol. Tout à Souci fait. du détail, Ouais, quoi. Bien saisi. D'ailleurs, cet accent merveilleux, je me félicite moi-même. Donc le pitch est très bon et l'exécution est à la hauteur du truc. Le plan mis en place par le professeur tient la route et c'est assez passionnant de voir son déroulement. On voit l'action, puis on découvre en flashback le moment où il explique à sa bande ce qu'ils vont faire. Donc comme le premier épisode est à moitié grillé par le pitch, j'explique. À la base, on pense qu'ils vont juste faire un braquage banal, et alors qu'ils sont sur le point de partir avec l'argent, ils attendent calmement l'arrivée de la police et bam, changement de plan. Et là, on découvre le vrai plan via flashback. Sans pour autant être un coup de génie, jamais vu auparavant, c'est très ludique et suffisamment bien emballé pour que ça marche. J'insiste là-dessus. Il y a un vrai savoir-faire là-dedans. Et le plan de braquage est vraiment génial et passionnant à suivre. Et je ne doute pas que ce sera toujours le cas dans la deuxième partie. Mais si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'après le premier épisode, je me suis dit, putain, comment ils vont tenir sur la longueur sans justement faire péter l'élastique? T'as 8 mecs et 67 otages enfermés en sachant que facilement 90% des otages ne seront que figurants. Comment tu gères sur plus de 16 heures tout ça? Et c'est là que ça coince. Du coup, je suis un peu forcé de jouer au connard pinailleur parce que j'ai beaucoup entendu que la série était formidable, parfaite, du jamais vu, etc., etc. Les superlatifs étaient de sortie, mais les conneries aussi. Je peux pas nier les qualités de la série. Tout ce que j'ai dit avant sur le fait que... je vais la refaire. Je suis en train de m'étouffer et du coup... Tout ce que j'ai dit avant fait que je suis resté et reviendrai pour la suite. Les qualités sont présentes et en grand nombre. Mais putain de bordel de merde. Tout, absolument tout est gâché par tout un tas d'éléments complètement cons et surtout sans intérêt. Ça serait pas spécialement gênant pour une série moyenne, mais ici justement, c'est mieux que moyen. C'est même pas mal, tendance très bien. Du coup, ça jure constamment avec les qualités. C'est un peu comme si on avait la saison 5 de Prison Break qui s'immisçait dans une série genre The Wire. Tu la sens la dichotomie ? Deux trucs rapides pour le montrer. Le professeur, donc le meneur du jeu, est vraiment un gros malin. Le mec a tout prévu. Il a toujours au moins 5 coups d'avance sur les flics. Et c'est génial. Tu vois la minutie du mec, c'est fou. T'es dans un vrai moment de suspense. Tu dis merde, comment ils vont s'en sortir? Et là, le plan du gars continue de se mettre en marche parce qu'il avait prévu le truc. Petit aparté rapide, il y a aussi des ratés, des choses inattendues. Du coup, le suspense est bien présent. On se dit pas, on s'en fout, ils vont réussir, puisque parfois, ça marche pas. Ça, c'était pour les bons points de la série, à savoir jouer sur nos attentes. Et le professeur, il est super intelligent. Donc, quand il apprend qu'un de ses hommes est un petit trou du cul débile qui n'a pas bien fait son boulot, avant d'entrer dans la banque, il va aller nettoyer derrière. Du coup, il se retrouve à devoir détruire une voiture qui sert de preuve. Et là, par un imbroglio d'événements, il se retrouve enfermé dans le coffre alors que la bagnole est sur le point d'être détruite. Ça fait de la peur dans son cœur, il est en panique et tout, normal. Et là, le téléphone sonne et c'est la flic qui est en charge de l'affaire et qui le manipule depuis le début. Et ce con, il décroche. Et il lui parle. Alors que, non. Comment t'expliques la situation? Parce qu'elle l'entend, que le mec est dans une bagnole en train d'être sur le point de se faire écraser. Elle pose des questions. Alors pourquoi il décroche, putain? C'est la scène qui sert à rien, quoi. C'est un scénariste de The Walking Dead qui passait par là, et il a voulu donner un coup de main, j'imagine. Deuxième scène, c'est le cliffhanger de cette première partie. Je vous le grille, désolé, hein, mais c'est pas très grave, ça va vraiment rien changer au truc si vous décidez de regarder. Le professeur est toujours avec Madame la flic, d'ailleurs storyline absolument insupportable, mais on y reviendra. Et là, elle l'emmène dans une maison qui est supposée être celle où la petite bande a préparé son coup. Et ça ne rate pas, c'est bien celle-là.
Qu'il soit présent ou non, ça change rien à part le voir stresser pour rien. Dans le cliffhanger, c'est que la maison est pleine. Il y a les plans sur les murs, des bouteilles à moitié vides et des verres posés à côté, soit de l'ADN quoi. Bref, les mecs sont partis sans rien ranger. Alors si le mec est si intelligent, pourquoi ma que pas ça? C'est quand même le truc con de base. On me dira d'attendre le prochain épisode, que c'est peut-être un bout de son plan aussi, à savoir envoyer les flics dans une mauvaise direction. Ouais, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on le voit stresser? Surtout quand on sait qu'ils ont trouvé la maison à cause d'une erreur qu'il a commise. Bref, ces deux exemples sont assez criants de ce qui ne va pas dans la série, et ça me désole. En fait, en voyant ça, je me dis que le remake américain sera parfaitement réussi. Ils reprendront tout ce qui était bien et mettront de côté tout ce qui ne l'était pas. On aura une mini-série en 13 épisodes de 45 minutes et ce sera méga efficace. Ou bien on aura un gros tas de merde, va savoir. Parce qu'ils vont peut-être décider de se concentrer sur les idioties de la série, à savoir les relations entre les personnages. Et quand je parle de relations, je parle bien de love story, créant des sous-intrigues de merde. Tout ça juste pour rallonger encore la série un peu plus. Comme la flic qui a un collègue amoureux super boulet. Le mec a quand même droit à un demi-épisode centré sur lui. Il se beurre la gueule, lui crie son amour, et c'est aussi désagréable à regarder que mal écrit. Parce que même entre preneurs d'otages et otages, ils ont osé nous la faire, putain de merde. J'hallucine. On aurait pu avoir un thriller super efficace, mais ce qui coince, c'est qu'on l'a. Mais perdu au milieu du reste. Alors ouais, j'ai la dent dure, je m'en rends bien compte, déjà en écrivant la chronique, puis en la relisant. Mais comme je le dis au début, les défauts sont très gênants, et le deviennent d'autant plus face aux qualités. D'ailleurs, ça empire au fur et à mesure que la série progresse. Et ça gâche vraiment tout le plaisir qu'on peut prendre à regarder la série. En tout cas, moi, à titre personnel, ça m'a sorti du truc. Même concernant les braqueurs, pourquoi 8 ? Il y en a qui servent à rien. Par exemple, Tokyo, joué par la muy caliente Ursula Corbero, alias El Schwingo. On s'en bat les couilles jusqu'à présent. Son rôle aurait pu être rempli par n'importe qui d'autre. Moins sexy, c'est clair. Et puis, faut se taper les flashbacks dans chaque épisode qui ne servent à rien. D'un côté, on a l'élaboration du plan, et ça c'est cool. De l'autre, on a des petites relations sans intérêt des braqueurs. Et c'est lourd. Alors ouais, voir Tokyo El Schwingo muy caliente en culotte remuer son cul, ça me moustille un minimum. Mais j'ai internet pour ça, c'est pas nécessaire. Donc voilà, au milieu de tous ces gens qui hurlent au génie et disent n'importe quoi, je me devais de rétablir la vérité. La Casa des Papel, c'est bien, mais c'est aussi un gros gâchis qui aurait pu, voire même dû, être mieux, parce que c'est vraiment pas difficile de se tenir à son histoire principale en zappant tout ce qui orbite autour. Je lui donne donc 7 cookies sur 12 pour cette première partie. Mais alors, du coup, moi je n'ai pas vu la première partie de cette série, mais j'ai l'impression que ça aurait peut-être été un très bon film plutôt qu'une série étirée plus que de raison. Voilà, exactement. Je pense qu'un bon film de 2 heures, quelque chose. Quand je disais de remake américain, c'est clairement ça, quoi. C'est vraiment très très bien écrit dès que ça touche au braquage, mais dès que ça sort de ça et que ça veut étirer le truc, ça passe plus, quoi. Je sais pas si vous avez vu cette mini-série qui passait sur Stars, si je dis pas de bêtises, avec John Leguizamo, qui s'appelle ah merde, j'ai complètement oublié le titre du coup. C'était une mini-série où t'avais des braqueurs qui prenaient qui allaient faire leur truc, et c'était en 8 épisodes de 40 minutes, et c'était vachement bien foutu. Ça m'a fait un peu penser à ça, mais en super méga étiré, quoi. C'est juste insupportable. Mais du coup, justement, le format de diffusion espagnol était peut-être meilleur, vu que du coup ça fait moins d'épisodes, ça fait des plus gros blocs. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça serait justement à comparer, voir comment le ressenti se fait sur ces deux modes de diffusion, finalement très différents, quoi. Ouais, en fait, parfois j'ai l'impression que ils ont coupé même des trucs. Il y a carrément des passages coupés au montage. Et la série avec John Leguizamo, c'est The Kill Point. Je viens de m'en souvenir. Donc j'ai l'impression par moment qu'ils coupent des trucs, mais je peux pas le prouver parce que j'ai pas vu la version originale, et j'ai voulu regarder justement la deuxième partie avant qu'elle arrive sur Netflix, mais elle n'est disponible qu'avec des sous-titres apparemment vraiment dégoûtants, plein de fautes de grammaire, etc. Donc je vais attendre Netflix, ça revient le 6 avril. Ouais. Mais voilà, le problème c'est que s'ils ont vraiment coupé des trucs au montage, c'est un peu gênant. Après, s'ils ont coupé des trucs au montage qui servent à rien, genre les flashbacks, ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas dérangeant. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop ça qui a été coupé, donc c'est un peu chiant. Mais sinon ça va, enfin j'ai l'impression que c'est... Enfin t'as l'histoire qui est globale, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu as balancé le pitch, du coup, c'est vrai que ça m'a fait direct penser à du Prison Break, quoi, mais revisité forcément sur autre chose. Après, justement, je sais que les Espagnols, ils ont quand même depuis pas mal d'années maintenant pas mal redressé leur cinéma au niveau du cinéma de genre et compagnie. Bon, bah, on va pas citer les Amenabar et consorts qui ont explosé, mais je me souviens que même dans le polar, j'avais vu 2-3 trucs qui étaient plutôt pas mal, dont un Box 507, si je me trompe pas. Cellule 211, non pas. Oui, il y avait ça aussi, il y avait Cellule 211, mais j'avais vu Box 507, moi, qui était un bon polar aussi, très sec, mais qui est déjà assez ancien, qui doit avoir peut-être pas loin de 10 ans maintenant, qui était plutôt pas mal. Enfin, donc voilà, c'est pour vous prouver que les Espagnols, quand ils se font dans le polar, ils savent y faire aussi, hein. Ça, y a pas de... Ouais, et cette partie-là, de y a toute pas façon, de de la souci. série, comme je dis, est très réussie. Hein, donc, il y a aucun doute là-dessus. Il y a vraiment un savoir-faire indéniable. La série a une très très bonne gueule visuellement. Elle est vraiment très bien foutue. C'est juste qu'ils ont été se perdre dans n'importe quoi pour rallonger le truc. Je sais pas pourquoi ils font des épisodes de 70 minutes d'ailleurs. Je pense que ça aurait vraiment gagné à être plus regroupé, quoi. Ouais, pure série. Ok, bah tiens, les gars, je vous pose comme ça au débeauté, je vous prends par surprise parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la petite question qui tue, mais du coup, quel est votre film de braquage tout de suite préféré? Comme ça, je dirais Inside Man de Spike Lee. Ah. Je suis pas très fan de Ouais. Spike Lee, mais Inside Man et la 25e heure, je suis très très friand. Je valide pour la 25e heure. Moi j'ai pensé à Hit. Après, est-ce qu'on considère vraiment ça comme un film de braquage? Oh, ouais, on peut l'accorder. Je vais compléter même si c'est probablement pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup quand même, c'est Killing Zoe de Roger Avary. Ah ouais, je déteste personnellement. Mais je l'ai vu il y a très 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 longtemps, genre presque plus de 15 ans à peu près, donc faudra que je le revoie. Mais c'est parce que j'aime beaucoup Jean-Hugues Anglade, qui est un peu notre héros national. Ah oui. Est-ce qu'il est dans le film d'Eastwood? Qui interprète Jean-Luc Anglade, Francis Huster? Oh putain, ce serait tellement bien. Du coup, je vais aller checker si Jean-Luc Anglade est joué par quelqu'un. Parce que c'est quand même, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'était un peu le grand héros Ah de bah l'histoire, attends. quoi. Quand même, hein, quand il racontait ce qui s'était passé, c'était lui qui avait sauvé le monde. Après réflexion, Bon, bah, un après-midi de chien. Ah, Oh. très très bon choix, monsieur. Mais c'est dommage, ça sera coupé au montage. Je ne vous apprécie pas beaucoup, mais ce choix, il vous rend presque, il fait de vous quelqu'un de presque bien. Merci. Bravo. Il n'y a pas de Bon. Jean-Hugues Anglade dans le cast. Hein. Oh là 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 là. Quel scandale, Clint. C'est pour ça que les Français n'aiment pas ton film. Bon, bah écoutez, donc sur la Casa del Papel, voilà. Et tu as, je crois, un Des deuxième Papel, programme. pas Del Papel, des Papel. Del Papel, pardon, j'ai fait allemand en deuxième langue, donc voilà. Et donc tu as un deuxième film qui est aussi en provenance de l'Espagne, je crois, au moins au niveau de son réalisateur. Ouais, j'enchaîne donc avec Marrowbone, alias El Secreto de Marrowbone, qu'on pourrait traduire par Les sécrétions de Marrowbone. Enfin, quoique je suis pas sûr, je suis pas bilingue. Donc, premier film réalisé par Sergio G. Sanchez, qui a carrément gagné un Goya pour ses débuts. Le vilain Sanchez. Et qui n'est autre que le scénariste du formidable Orphelinat, premier et toujours meilleur film de Juan Antonio Bayona, qui est ici Et producteur. de The Impossible aussi. Exactement. Voilà. Donc, Marrowbone, qu'est-ce que ça raconte? C'est une mère de famille qui emmène ses 3 enfants dans une vieille ferme isolée dans le but d'échapper à leur passé. Mais la mère est mourante, elle va mourir, et le plus vieux des enfants n'a pas encore 21 ans, donc il faut vivre caché et surtout cacher la mort de la mère pour qu'il puisse être en âge de s'occuper de ses frères et sœurs. Et accessoirement, il y a un fantôme dans le grenier. Coup classique des vieilles fermes isolées. Alors, Marrowbone, Moi, j'achète pas. moi je m'en fous. Moi j'achète. Alors est-ce que ça vaut le coup, Marrowbone? Pour répondre, je dirais simplement que Sanchez n'a pas volé son Goya. La première heure est un peu longuette, sans pour autant être chiante, je précise, mais distille son mystère avec parcimonie. T'as vu, distille parcimonie comme ça dans la phrase? Ouais. C'est pas Bastien qui Pas ferait ça. mal. Hein. Enfin, Rendant joli. le tout vraiment passionnant. Petit à petit, le mystère prend forme et n'attend même pas d'être révélé en dernière minute. L'intelligence du truc, c'est que ce mystère ne phagocyte pas le récit. On regarde pas le film Oh là là. uniquement dans le but de savoir. C'est pas un bête film à twist très chiant comme par exemple Emprise de Bill Paxton, où à la fin t'as la révélation et les 3 du fond s'écrient « Oh putain, c'est fort ce film, je veux le revoir !» alors que 5 minutes plus tôt il se faisait chier comme des rats crevés parce que c'est de la merde.
D'ailleurs, la résolution de ce mystère ne fait qu'éclairer certains aspects de l'intrigue. On se dit, oh putain, et puis on continue de suivre le truc. En fait, en faire un mystère rend la chose intéressante, ça crée une forme de suspense dans le suspense lui-même. C'est une sorte de jeu assez malin, mais qui ne nuit en rien au reste du film. Et c'est tant mieux. Puis arrivent alors les 50 dernières minutes. Et surtout, sa dernière demi-heure d'une intensité absolument délicieuse. Pour vous la faire simple, j'ai été scotché dans mon fauteuil. La tension est palpable et il y a quelques petits passages bien flippants. Que ce mec soit l'auteur de l'orphelinat ne m'étonne donc absolument pas. Il y a du niveau, quoi. Bref. Pourtant, c'est là vraiment qu'on note la force de cette dernière demi-heure. Il y a un petit élément de l'intrigue qui, je dois bien l'avouer, m'a un peu déconcerté. Et ça m'a sorti du film. Mais pas de panique, voyons. Je m'y suis replongé très vite. Tant ces dernières 30 minutes sont vraiment excellentes. D'ailleurs, j'ai même très envie de revoir le film, puisque maintenant que j'ai accepté cette chose, que je ne vais pas vous spoiler bien entendu, je pense que je vais d'autant plus apprécier la fin. Bref, donc déconcerté ou non, ça ne vaut pas l'orphelinat, mais pour des débuts derrière la caméra, c'est vraiment excellent. Et je vous recommande chaudement. Au casting, pour les plus connus, on a Anya Taylor-Joy, qu'on a vu entre autres dans Split, et Charlie Heaton, le plus grand des gamins de Winona Ryder dans Stranger Things, qui n'a toujours pas acheté de charisme. Malgré sa présence, on est quand même face à un bon 10 cookies sur 12. Ouh. J'ai beaucoup aimé. Ah. C'est pas extraordinaire, ça va pas révolutionner quoi que ce soit, mais je trouve que pour un premier film, c'est vraiment très solide et je vais le revoir avec grand plaisir. En avance normale. Oui, exactement. J'allais dire, par rapport à Ghost Story, tu as préféré donc. Oui, très clairement. Mais bon, l'histoire de fantôme, après, c'est pas pareil. Enfin, je ne peux pas vous spoiler le film. Oui. Est-ce que, en même temps, si on a vu l'orphelinat, on s'imagine que c'est quand même un peu dans le même. Eh ben justement, non, pas du tout. Ah. Non, vraiment, le truc qui m'a déconcerté, je peux pas le révéler, mais. Parce que ça part en comédie musicale dans les dernières 20 minutes. Ouais, alors en fait, alors je vous le spoil quand même, tant pis. Il y a Eleven de Stranger Things qui débarque et elle voit le mec, elle dit putain, mais t'es le frère de mon pote. Et il fait mais non, je suis un autre personnage. Et elle fait ah, je me suis trompé de film. Et elle s'en va. Donc, une jeune fille. Exactement. Non, Woody ne viendra pas. Woody n'est pas là ce soir, désolé. Donc voilà, je vais vous faire un petit bonus cookies, tant qu'on y est. Vas-y. Je me suis fait niquer, les gars. Alors, quand j'ouvre l'emballage, les cookies, ils sont parqués par 3. Donc, j'ouvre légèrement le paquet, j'en mange 3, puis j'ouvre un peu plus, et hop, 3 nouveaux. Et là, horreur et damnation, dans le 3e compartiment, au lieu d'avoir 3 cookies, il n'y en avait que 2. Alors ça, c'est complètement improbable. Quand même. Alors, je peux vous dire que ça ne se passera pas comme ça. J'ai appelé mon ami Kevin Feige, qui a les moyens de payer un putain d'avocat. La procédure est en cours. Ça va chier au point de s'en faire saigner l'anus, les enfants. J'ai eu un peu le même problème hier, moi aussi. J'ai ouvert, il y avait la moitié d'un cookies au lieu d'un cookies entier. C'est quoi ce délire ? Je sais pas, il y a peut-être une affaire du cookies. Conspiration des cookies, hashtag conspiration des cookies. Ouais, non mais... Je suis pas d'accord. Hein. C'est des restrictions qui se font petit bout par petit bout, mais peut-être qu'au final... En plus, je veux pas dire, mais le Aldi de ma ville à Bastogne, il va fermer pendant 3 mois. Samedi, c'était le dernier jour, et j'ai mangé vendredi ma dernière boîte de cookies. Donc je vais être obligé d'aller jusqu'au Luxembourg, ou à Libramont, pour me choper des cookies, et ça me casse les couilles, les gars. Je peux vous dire que si je vais jusque-là, et qu'il y en a que 11 au lieu de 12, mais Kevin Feige, il va appeler Robert Downey Jr., et ça va chier grave, là. Moi, je plaisante pas. Il y a un moment, je veux bien plaisanter, je veux bien que là, il y a Bastien, il fasse le guignol, genre, regardez comment je travaille pas, comment je dis du mal des films de Sébastien, etc. Hein, moi, je veux bien plaisanter. Moi, je veux bien, il y a pas de problème. Hein, je veux bien être sympa. On touche pas aux cookies. Putain, mais on touche pas aux cookies. Touche pas à mon cookies. Je vais appeler Hanouna, ça va chier. Hashtag touche pas à mon cookies. Putain, quoi. Je suis Jean-Marie Le Pen, la petite bête qui monte. Bon, et bien écoutez, je crois qu'après cette partie donc caliente de l'émission, nous allons passer au pot pourri de Bastien. Et alors donc Bastien, tu as un programme pour apparemment pas piquer des hannetons. Oh oui, et en plus j'ai absolument rien préparé, donc tout va se faire en direct, Ça t'a live. ça t'a rien préparé.
Alors on va commencer par le nouveau chef-d'œuvre classique instantané Netflix, Oh putain. puisqu'il est arrivé lundi, rappelons-le, j'arrive pas à le dire, vous allez m'aider. Annihilation. Annihilation. C'est trop dur à dire. Ouais. La sœur d'Annie Hall, de Woody Allen encore. Salut. Hi Woody. Alors donc gros emballement pour le coup sur ce film Netflix après deux gros échecs successifs, rappelons-le avec Cloverfield et puis Mute. Mute. Là pour le coup les retours ont été dithyrambiques sur ce film. Et donc j'ai pas trop compris le pourquoi de l'emballement. Parce que autant les autres c'était pourri, mais pareil j'avais trouvé que c'était un petit peu dur sur l'acharnement, et là pareil je ne comprends pas trop l'emballement. Surtout quand on vante les qualités visuelles du film, que moi j'ai trouvé pour le coup extrêmement moche, très laid, très kitsch même par moments dans les effets spéciaux qui sont faits. Nathalie Portman et puis parce que c'est un groupe de nanas qu'on suit. Ah, c'est pour ça que t'as pas aimé. Déjà ça a pas arrangé le truc, mais les persos ont un espèce de tous un peu un trauma, mais tu t'en fous quoi. Tu veux un truc à la Predator, tu veux que ça charcle, il part pas du tout là-dedans, c'est un truc beaucoup plus psychologique, beaucoup plus sérieux, et en fait c'est plutôt confus dans son propos et ça raconte pas grand-chose. Donc je crois que c'est un peu le problème d'Alex Garland, hein, parce qu'il faut rappeler donc que c'est réalisé par Alex Garland qui avait fait deux Ex Machina avant. C'est méga chiant. Et ouais, qui était dans le même style. Enfin, moi, c'est ce que tu dis là à propos de Annihilation, ça me fait penser à Ex Machina. C'était pareil, c'était confus. Ce qui est bizarre, c'est qu'au visionnage, c'est pas particulièrement déplaisant, mais qu'au final, il n'en reste pas grand-chose, quoi. Ouais, Alors, parce au que j'ai pas visionnage, trouvé c'est chiant. Mais moi, en le regardant, je me disais toujours à un moment peut-être que ça va monter d'un cran et tout, et en fait, ça ne montait jamais d'un cran, et c'est pour ça que j'ai été assez déçu, surtout avec toute la presse autour. Je me suis dit peut-être que là pour le coup ça va sortir un petit peu du lot, et j'ai pas trouvé ça foufou. Je me suis même dit écoutez, si Sphere sortait aujourd'hui sur Netflix, peut-être que ce serait un classique instantané quoi. Putain, waouh, il faut le réhabiliter Sphere quand même. Et puis surtout je me suis dit en même temps, est-ce que tu as déjà vu un bon film avec Nathalie Portman, et sans réfléchir j'ai envie de vous dire non. Eh bien sans réfléchir j'ai envie de te dire non également. Moi je réfléchis un peu quand même. Je suis sûr qu'il doit y avoir un truc potable. Attends, il y a Thor. Mec, Thor. Kevin Feige nous écoute. Hein, donc, Black Swan. Ben on va te faire foutre. C'est de la merde. J'en étais sûr. Donc gros bof. Hein. Mais l'enthousiasme n'était pas particulièrement unanime hein, quand même. J'ai vu pas mal aussi de critiques qui le descendaient pas mal. Hein. C'est quand même beaucoup mieux que les deux derniers qu'on avait eu. Ah là, oui, mais... c'est sûr que la presse c'est pas la même. Ouais. Effectivement. Non, mais même mon avis personnel, je veux dire, c'est quand même, on sent quand même que c'est mieux, mais voilà. Mais ça fait quand même pas loin de 2 heures, c'est ça? Ouais, en plus ça dure 2 heures. Après, pour ceux qui avaient aimé Sunshine, effectivement, ils peuvent encore aimer parce que c'est un peu le même style. V pour Vendetta, les mecs. Ah ouais. Non. Ta gueule. Mais bon, c'est pas un classique quoi. Bon, je peux passer au deuxième film, peut-être. Vas-y. Mais elle est dans Sinon, Hit, hein, les mecs, elle est dans Hit, hein. Ah oui, oui. c'est vrai, elle fait la fille de. C'est la pire partie du film, Le petit d'ailleurs. d'Al Pacino. Mais c'est pas, elle fait une overdose, Ouais, c'est ça? c'est la pire partie Voilà. du film. Ouais, c'est effectivement. Non, elle fait une tentative de suicide. Oui, mais oui, je la vois avec du sang qui sort de son nez, donc je pensais que c'est une overdose. Mais c'est Non, elle peut-être pas s'ouvre ça. les veines dans le... Oui, dans la baignoire, c'est vrai. Voilà. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Bon, ensuite, j'ai regardé, les gars, un film culte que je n'avais jamais vu. Et j'ai rattrapé mon petit retard. Alors, c'est avec... salut les gars, c'est... Oula, putain, mon imitation, ça va pas du tout. Il va falloir utiliser des termes un petit peu plus passe-partout pour que vous le reconnaissiez. Parce que c'est quand même le premier rôle du film. Ça va plus arriver. Non, j'y arriverai pas. Je ferai on se fait un petit blackjack, les mecs. Un petit poker. Casser la voix, quoi. Patrick Bruel. Ouais.
parce que Patrick Bruel, dans ce film-là, il joue Séraphin. Et donc, vous l'avez reconnu, je parle de La Maison assassinée de Georges Oh Lautner. putain, n'importe quoi. Pourquoi tu regardes ça? Ah, parce que c'est un film culte, il fallait que je rattrape un petit peu ma culture. Et puis surtout, parce que la France est quand même une nation qui veut continuer à sucer le grand... Oh, excusez-moi, lapsus, pardon, trop drôle. Qui veut continuer à susciter des grands champions. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. Édouard Philippe, salut à toi. Ouais. Oui, donc Bruel, dans le film, il casse sa maison pendant tout le métrage. Et pas sa voix. Ouais. Je l'avais pas vu celle-là, bravo. avec une massue, ce qui en fait c'est un film un petit peu un mélange entre une émission de Valérie Damido et un Cluedo. Le film a assez mal vieilli, je dois le dire. En plus, parce que c'est pas tout jeune quand même. Ouais, c'est le début des années 90, ça, non? Fin 80, je crois. Fin 80. Et ouais, il y a même des acteurs, ça joue pas super. L'intrigue, ouais, ça a du retournement de situation à la fin qui passe plutôt mal aujourd'hui. Et puis en plus, les morts tout au long du film, c'est genre, c'est pas Patrick Bruel qui les tue vraiment, les mecs se tuent un petit peu tout seuls. Donc c'est complètement con à voir visuellement. Ça me rappelle certains films, ça. Donc voilà pour la Maison assassinée, c'était juste pour faire mon petit imitation de Patrick Bruel que j'en ai parlé. Bravo. Oui. Voilà. Ensuite, le point Alexandra Daddario Schwing de la semaine. Oula. Avec, alors j'ai découvert que ça avait un titre français du coup, Escale A3. The Layover en version originale. Le film qui m'a fait très très mal. Bah ouais, qui est quand même donc le nouveau film de William H. Macy qui avait fait Rue d'Erlès que Seb avait chroniqué dans Bug, qui était effectivement un gros coup de cœur. Un film très, très recommandable. Et là, pendant tout le film, tu te dis pourquoi le mec en est arrivé à faire ce film. Je sais pas Seb si tu as une réponse. Je ne comprends pas. Je me disais en voyant la bande-annonce, ne serait-ce qu'en voyant le pitch, il va y avoir un truc derrière, ça va être beaucoup plus intelligent que ça en a l'air, et en fait c'est juste une grosse merde. Et malgré les deux bombasses dans les rôles principaux, putain, c'est infernal comme film. Ça dure genre 1h26, mais ça en paraît le double, quoi. Ouais. Alors, on se demande comment le mec a pu accoucher d'un film pareil. C'est jamais drôle, et il y a presque rien à se mettre sous la dent. Malgré le duo sexy, puisque à côté d'Alexandra Daddario, vous avez, comment elle s'appelle, Kate Upton, non? Ouais. La blonde. Ouais, ok. Effectivement, gros casting. Ouais. Et bon, alors, pour vous décrypter un peu ce qu'il y a, il reste, donc il y a Alexandra Daddario qui a un bikini un petit peu fait maison à un moment un peu déchiré. Et il y a une scène de Nick fait en montage assez rapide, donc on voit Podzob niveau... C'est quoi cette arnaque? Donc vraiment, si vous avez 1h26 de temps à perdre, regardez ce film. Ensuite, j'ai regardé aussi Borg McEnroe, donc le film biopic qui a été fait sur ce duo légendaire de tennisman. Et j'ai aimé le film, il faut le dire, parce que je pense qu'on ne peut pas faire en fait un mauvais film à partir de la vérité historique, puisque en fait cet affrontement entre les deux était déjà très très intéressant dans la vie, donc tu ne peux pas rater ton film, même si après on doit le reconnaître que le film est effectivement extrêmement classique dans son déroulement, dans ses choix. Il n'y a absolument rien d'innovant, mais tout est fait ultra efficacement. Un petit peu comme le Clo-Clo de Florian Emilio Seri, qui avait un petit peu plus de vérité, peut-être de mise en scène, mais qui restait quand même assez classique dans le monde du biopic. Là, c'est un peu pareil, on retrouve un peu le schéma habituel, mais il faut avouer que c'est filmé comme un thriller, en fait, leur affrontement, donc tu sens vraiment
Moi, j'adore, comme je l'ai toujours dit, le duel entre deux mecs qui se ressemblent en fait, même s'ils sont opposés par certains points, et finalement, à la fin, on s'aime quand même, quoi. Bah, comme dans Après, Captain America Civil War, entre Captain America et Iron Man, non? Ouais, exactement. Ouais. C'est absolument à ça que je pensais. Ça me vient à toi. Et donc, c'est le film avec Shia LaBeouf, c'est ça? C'est Shia LaBeouf, ouais, qui fait McEnroe, et puis le Borg, je sais plus le nom de l'acteur. Mais en plus, pareil, ils sont tous les deux, ils font le job. C'est Sverrir Gudnason. Ah. Voilà. Pour ceux qui avaient aimé Rush de Ron Howard, c'est un peu dans la même veine, je trouve, dans le biopic sportif, qui était aussi un film très réussi. Est-ce qu'on peut du coup attendre un biopic pour le Federer Nadal d'ici une petite vingtaine d'années? Bah écoute, pourquoi pas. Ouais. 2 petits points rapides. Le réalisateur de Borg McEnroe s'appelle Janus. Et j'aime bien. Ouais. Et le gros bruit qui s'est passé, c'est parce que j'ai fait tomber mon micro. Ah oui, on a entendu que t'étais tombé. Voilà. C'est pour les petites De toute façon, histoires de coulisses, quoi. On passe au prochain film, monsieur Bastien? Bah, on va même passer carrément à une série, puisque Oula. c'est terminé cette semaine la saison 2 de This Is Us. Donc, La série Feel Good. la série Feel Good, exactement. Donc j'avais communiqué la première saison dans une précédente émission de Bug. Et à l'époque, j'en avais vanté plutôt les mérites et je m'inquiétais de la suite de la série. Et Ah, donc, raison. à raison ou pas, avec cette deuxième saison, pas trop. Ils ont encore plutôt tenu la barque, je trouve, sur cette saison 2, qui est quand même beaucoup plus perfectible par moment. Notamment toujours ce problème de personnages un peu beaucoup même relous dans leur storyline et tout. Après, c'est quand même la saison où on découvre enfin la vérité donc sur la mort de Jack, qui était le gros truc. Bien pourri. Bah moi non, enfin toi tu l'as lu, je sais pas, t'as peut-être pas Ouais. vu du coup. Mais ouais, à lire ça paraît peut-être totalement con, mais à l'image, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pour le coup assez réussi. Ça aurait pu totalement tomber en pétard mouillé cette histoire, parce que c'est quand même le truc qui nous fait tenir pendant une saison et demie. Et j'ai trouvé ça assez intelligemment mené et même très efficace. D'ailleurs, c'est le point fort de la saison, c'est tout ce qui tourne autour de cette mort. Il tire beaucoup la corde sur, je sais plus, au moins 4-5 épisodes encore là-dessus. Et c'est le pic de la saison, puisque le début de saison est vraiment pas terrible. Et puis les derniers épisodes a posteriori ça sont aussi plus faibles. Donc je crains que la série aujourd'hui vive un petit peu ce que Twin Peaks avait vécu en son temps, qu'une fois la découverte du meurtrier de Laura Palmer avait vu la série perdre en audience. Alors est-ce qu'il va arriver la même chose à This Is Us maintenant qu'un peu le gros truc a été dévoilé? C'est fort possible, parce que comme je vous le dis, donc les 3 épisodes suivants sont pas fameux. Dans le dernier épisode, ils essayent de lancer donc des pistes pour la prochaine saison, et maintenant on sent que la seule impasse et issue possible, c'est d'aller un peu dans le flash forward pour bousculer un peu tout ce petit monde. Donc ils vont jouer sur ces ressorts là maintenant, en nous filtrant des infos sur le futur au fur et à mesure. Mais après, je trouve que la série a tiré un peu trop sur la corde émotionnelle. On le sentait venir, parce que c'était ce qui fonctionnait le plus, mais là ils en font des caisses. Et ça devient de plus en plus difficile à masquer les défauts. Même dans ses qualités, par exemple dans un épisode qui est consacré à la voiture de la famille, Oula. et qui rappelle beaucoup en fait dans la première saison, tu as un épisode sur la machine à laver, je crois, de la famille. Pareil, donc où tu vois toutes les étapes de la vie à travers cette machine à laver en fait. Et c'était très intelligemment fait. Et là, ils refont un peu le même coup avec une voiture. L'épisode est très efficace, mais ils ont déjà fait ce principe-là. Donc ils sont déjà dans la répétition de leur qualité. Pareil, donc il y a des intrigues, je disais, pas terribles. Il y a beaucoup de drama. Hein. Pour ceux qui reprochaient à une époque de Six Feet Under d'aller beaucoup dans le drama, This Is Us, je crois, peut aller encore dans une étape supplémentaire. Ça devient limite anxiogène par moment.
C'est toujours pas drôle, ce que j'avais reproché déjà à la première saison. Ils nous avaient promis qu'il y aurait plus d'humour, bah non les gars. Mais le mec de la fille obèse, il est toujours là à faire ses blagues de merde. Toby, ouais, il est toujours là. Oui, la fille adoptive de Randall, de Dejar, de son prénom. Toute cette storyline là, c'est ultra clichouille. Et c'est pas super bon à regarder, surtout qu'à un moment ils nous font miroiter genre ça va pas être elle leur fille adoptive, et donc ça va être un petit gamin, tu vois, black tout mignon, et en fait il y a un retournement de situation qui est fait là-dessus et tu te retapes en fait le personnage que tu avais pas envie de revoir, et tu sais que la série va continuer avec elle, donc c'est un peu dramatique. Heureusement qu'il y a donc Milo Ventimiglia et ce personnage de Jack qui reste vraiment le meilleur truc de la série, et maintenant donc qu'on sait le tout un peu sur lui, ça va être difficile de tenir tout cela, même si on nous promet encore de nous délivrer un petit peu des secrets qu'on ne sait pas sur lui, mais bon, une fois que tu connais un petit peu l'aboutissement de tout ça, ça n'a plus le même impact, je trouve. Après, la série se regarde toujours très bien, mais c'est pas aussi bon que ça voudrait l'être. Je trouve que le mécanisme qui est toujours ludique de la série des temporalités fait que ça fonctionne, mais en fait sur le papier tu te rends compte que tout ça ne tient plus beaucoup. C'est un espèce de soap opéra à 4 étoiles. Ouais, c'est ça. Après, par exemple, ils arrivent quand même toujours des fois à retourner le truc. L'avant-dernier épisode, donc c'est un épisode justement centré sur le personnage de Deja, qui est un peu pet de couille. Donc l'épisode, si vous voulez, est pet de couille, mais par exemple tu vois la naissance de Deja, et juste ils vont te mettre dans le montage en 2-3 secondes d'autres naissances des personnages de la série, et puis ils vont faire ça sur d'autres moments de vie de Deja, où tu revois aussi la même chose sur les personnages que tu connais de la série, et ça dure à chaque fois 2-3 petites secondes, mais c'est des petites touches comme ça qui sont pour le coup ultra efficaces et qui font remonter des fois en fait l'émotion que tu peux avoir pendant les épisodes. Et justement ça remet le cœur de la série au premier plan, avec le grand projet de l'humain que nous raconte This Is Us. Mais après, ouais, donc autre storyline qui va vous intéresser les gars, bien pète couille, c'est que donc notre ami, le personnage de Kevin, est un acteur un petit peu loser dans la série. Et donc dans ce film, il tourne un film de Ron Howard justement, avec Sylvester Stallone qui joue donc son propre rôle dans un épisode. Donc moi quand j'avais vu passer l'info, j'avais dit super, et puis une fois que j'avais découvert que Stallone en fait jouait Stallone, ça ne m'intéressait déjà plus. Et puis effectivement on ne le voit que très peu, on ne le voit que dans un épisode dans 3-4 séquences. Et donc cette storyline, le mec tourne un film de guerre avec Stallone qui va être un moment charnière dans sa carrière d'acteur. Et donc dans le dernier épisode de la série, il recroise en fait une actrice qui tournait avec lui dans le film, et qui lui fait mon rôle il est coupé au montage, en fait je serai pas dans le film. Donc Kevin il se dit putain, moi dans le film je tourne une relation amoureuse avec elle, donc ça veut dire que je suis aussi coupé du montage et tout. Donc il y a une petite morale à un moment qui dit il faut que tu appelles Ron Howard, que tu lui dises que c'est pas bien ce qu'il fait, il faut pas qu'il te coupe au montage parce qu'il va le regretter plus tard, tu vas devenir un grand acteur et tout. Donc Kevin appelle Ron Howard, et donc Ron Howard joue dans la série, il fait son propre rôle. Et donc il lui dit tout ça, il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur, mais Ron Howard il lui fait, puis en plus il lui fait c'est pas possible, t'es pas Terrence Malick quoi, j'ai pas tourné. Non mais vraiment, t'inventes là. Non, pour Terrence Malick j'invente, mais. Ah bon. Et non, mais Ron Howard, tout est bien qui finit bien, parce que Ron Howard lui dit mais non, je t'ai gardé au montage, tu seras dans le film, prépare ton costard pour la cérémonie. Donc on imagine qu'il va avoir une nomination limite aux Oscars maintenant pour son rôle de merde dans un film de guerre. Donc toute cette storyline. Ron Howard, déjà c'est pas crédible. D'ailleurs, pour présenter Ron Howard, il est dans son petit bureau, et derrière il y a une affiche de Backdraft et de Apollo 13 ou je ne sais plus combien. Donc on sait il y a eu des acteurs qui ont été oscarisés pour un film avec Ron Howard, Seb. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Un homme d'exception, non, avec grand morceau de cinéma. Voilà. Ah mais après je juge pas, je donne les faits. Il a vraiment été nommé pour ce film, Russell Crowe. Je crois, ouais. Putain. Je crois que même le film était nominé au meilleur film. Ouais. Putain. Je sais plus ça. Donc ouais, ça c'est ce genre de storyline totalement moisi, mal agencé,
Et c'est un peu tout Ouais, ça, This Is Us, quoi. c'est vrai que quand tu racontes comme ça, c'est vrai que ça n'a pas l'air follement. Waouh! Parce que ça pourrait être original pour le coup, mais c'est fait très superficiellement. Et on n'y croit pas trop. Bah, ils ont déjà fait ce genre de truc dans Entourage, quoi, donc Ouais. voilà. Enfin bon, tout ça pour finir sur mon coup de cœur de cette émission. Ah! La petite perlouse que j'attendais et qui s'est faite. Petit bijou. Donc le film s'appelle Bringsby Beer. Bringsby Beer. Bringsby Beer, oui. Ouais. Je pense que Seb voit de quoi je parle. Je crois, mais le titre que tu balances, c'est les frères Brixby, quoi, mais... Ah, c'est le film avec notre ami Marc Hamill. Ah non, Oula. j'ai pas vu. Je l'avais. Alors donc je vous raconte un petit peu Je pensais que tu l'histoire. parlais des frères Bringsby, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, de Louis Leterrier. Oh putain. Ouais, ça n'a Ah rien à ouais. voir. Non. Donc Bringsby Beer, c'est là pour le coup je vous raconte un petit peu l'histoire parce qu'en fait c'est ça qui m'a amené à voir le film parce que sur le papier je me suis dit ce film peut être un putain de film. Donc c'est en fait le film commence, tu vois un mec de 25 ans qui vit avec ses parents dans une espèce de bunker souterrain à l'abri du monde et en fait le mec ne regarde que des vidéos d'une espèce de série télé un peu genre Teletubbies avec un nounours qui lui donne des leçons de vie et tout ça et donc le mec en fait va être libéré par la police et donc va découvrir qu'en fait ce n'était pas ses vrais parents et qu'il a été kidnappé il y a 25 ans et qu'ils l'ont élevé comme ça donc pendant 25 ans et il va se retrouver dans sa vraie famille et donc va essayer de se réinsérer socialement et au sein de la famille. Mais en étant toujours obsédé par ce personnage de nounours et toute cette mythologie qu'on lui a inculpée pendant 25 ans. Donc Très bon pitch. donc quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir un film qui m'était totalement adressé, que j'aurais adoré écrire ou réaliser. C'est un film, je pense, qui dit beaucoup de choses sur moi, pour qui veut me connaître. C'est un film autiste magnifique. Otis Redding. Sitting of the Dark. Dark of the Bay. Qui dit de très belles choses et qui ne dit d'ailleurs pas quoi penser de certaines autres choses d'ailleurs. Parce qu'au final, donc, cette famille qui l'élève dans le bunker, donc interprétée par Marc Hamill pour le père, au final, on ne sait même pas quoi penser de d'eux, parce que donc ils sont présentés comme des tarés et tout, parce qu'ils l'ont kidnappé et tout, mais il n'y a aucun jugement moral qui sera vraiment porté sur eux, sur ce qu'ils ont fait comme leur acte. Et tu as même une certaine sympathie plus pour eux, que la limite que pour les vrais parents que vous verrez au fil du film. Donc j'aime beaucoup le fait de ne pas juger les personnages. Marc Hamill m'a fait même verser ma petite larme à un moment dans le film, parce que c'est une brillante idée de l'avoir choisi dans ce film et dans ce rôle-là, puisque forcément quand tu prends Marc Hamill, bah, t'amènes avec toi tout un background, toute une mythologie derrière, et notamment son rôle de doubleur, puisqu'on sait qu'il a fait la voix du Joker dans les Batman de la série, dans la Batman série animée. Et justement, il réexploite un petit peu son côté doublage à un moment, et moi, c'est le moment où j'ai versé ma petite larmichette. Le film, on lui pardonne volontiers ses défauts, tellement le film, si vous voulez, est amoureux de la fiction et de l'imaginaire. Les mecs, ils croient totalement à ce qu'ils font, la boule au ventre, et ça se renie jamais. Ils le font avec leur cœur, et j'adore les valeurs de ce film. Pour moi, c'est mon emballement du moment. Il y en a qui s'emballent pour Annihilation, on comprend pas pourquoi. Bah, moi, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi je me suis emballé sur ce film, puisque le film n'a pas une réputation folle. Il a fait le tour un peu de quelques festivals, et même plutôt bon, mais quand tu vois la note sur IMDb, ça doit être genre 7,4, donc c'est pas la folie non plus. Mais moi, un film aussi original que ça, j'en veux bien tous les jours. On sent que le film est extrêmement personnel. Il y a un amour artisanal un petit peu à la Gondry qui se ressent dans ce qu'ils font.
il y a un rapport à l'enfance qui est fait extrêmement intelligemment. Et comme me l'a dit quelqu'un très pertinemment sur ce film, et sur la fin du film, sans trop en dire, la morale du film voudrait en général qu'on dise que en fait, le mec, à la fin, s'ouvre un petit peu au monde extérieur et aux gens. Et en fait, le film retourne un peu le truc, où en fait, ce sont les autres personnages qui doivent s'intégrer à son monde à lui, en fait. Et c'est ça qui leur permet à tous un peu d'avancer dans le film. Et un film qui dit ça, dans notre société, moi je dis, qui est extrêmement formaté, bah j'applaudis les deux mains et je lui dis merci. Bravo. Et alors, qui est le réalisateur de ce film? Bah je l'ai pas noté, et même l'acteur principal, je le connais pas. A priori, j'ai fait quelques recherches, il y a des mecs qui bossent pour le Saturday Night Live. C'est Dave McCary qui a réalisé voilà. le film. D'accord. Et pareil, le mec, ça doit être un de ses comparses comiques. Oui, c'est produit par les Lonely Islands, donc entre autres Andy Samberg qui joue dans Brooklyn Nine-Nine en ce moment, qui a d'ailleurs un rôle dans le film. Et il y a Claire Dance, qui est assez connue quand même dans le film, Ouais. et Greg Kinnear. Ouais. Greg Kinnear qui est excellent dans le film. Eh bien, je le verrai pendant la semaine, monsieur. Bah, je vous le conseille. Moi, je l'avais vu passer parce que son passage en France dans les salles, c'était à la semaine de la critique à Cannes, de ce que je vois. Il n'est pas sorti autrement. Donc évidemment, pour le voir, c'est de manière complètement illégale, et je l'ai vu passer sur mon site d'illégalité illégale. Mais je l'ai pas pris parce que l'affiche est absolument dégueulasse, et j'ai pas fait gaffe au nom de Mark Hamill, sinon j'aurais cliqué. Mais voilà, je vais regarder ça. N'attendez pas une révolution, hein, parce que du coup maintenant l'attente est démesurée forcément. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Et donc tu le recommandes chaudement et tu lui mets 10 cookies sur 12. Bah écoutez, pendant tout le film, je me suis dit ouais, 4, 5, 4, 5, 4, 5, et en fait, je vais lui mettre 5, quoi, mais Bravo. c'est quand même un film magnifique. Bon, eh bien, très bien. Donc ça s'appelle Bringsby Beer, c'est ça? Bringsby Beer, ouais. Ça se prononce beer, parce que beer c'est de la bière. Ah oui, voilà, C'est c'est de la la bière. bière. C'est pour ça que je comprenais pas qu'il y ait un nom de bière à ce film. Et vu qu'effectivement il y a un ourson, c'était plus logique. Vous parlez anglais comme je parle espagnol, les enfants. Oui, bien. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous relise un passage du pitch de Casa de Papel? Non, je crois que les auditeurs se feront un petit best-of de ce passage. Et donc, écoutez, messieurs, est-ce que nous en avons terminé, ou est-ce qu'il y a encore un petit bonus, quelque chose que vous souhaitez faire partager? Puisqu'on a le temps, il s'avère que parmi nos 12 auditeurs, il y a des patrons de studios de cinéma. Visiblement, ce qu'on pense les intéresse. Merci à eux du coup. Sauf que on est un peu dans la merde, parce qu'ils sont jaloux, les connards. Parce que Kevin Feige de Marvel est venu dormir à la maison. Et ils ont l'impression qu'on fait un peu de favoritisme. Alors, je le dis tout de suite, pas de ça chez Bug, hors de question. Du coup, petit big up à nos amis d'Universal, pour qui j'ai concocté ce petit teaser. Oula. Dans un monde où règne le chaos, seul l'amour triomphera. L'amour. Et les coups de cravache sur ton cul, salope. 50 nuances plus claires arrivent ce printemps, et c'est uniquement dans Bug, ou dans ton cul aussi, Oui. si tu demandes poliment. Oui. Voilà, c'était ma petite On a vanne. tellement hâte que ça arrive. Que cette trilogie soit conclue en beauté par ta plume, ta prose. Merci. J'espère que le film sera à la hauteur, parce que sinon, je peux rien faire, moi, derrière. Bon, je pense qu'il ne te décevra pas. J'espère, il y a un bébé dans l'histoire, un mariage, ça va être top. Et des dialogues aux petits oignons. Sans doute, oui. J'espère qu'ils referont un coup comme la bouteille de champagne, là, qui s'ouvre, il fait POC. C'est magnifique. Grand moment de cinéma. Bon, et bien, messieurs, sur ce, nous allons nous quitter. Je rappelle les comptes Twitter de l'émission, donc Bug le podcast. Je suis Alphonse Dadel, il y a Grumpy Seb. Et Bastien, ton pseudo Twitter? Bruce Venture. Si vous me remettez pas trop physiquement, imaginez Benji, Benjamin Castaldi au niveau du faciès. Mais Celui-là, il est un peu plus underground, hein. Je connais pas celui-là. c'est donc Castaldi, mais avec un braquemar dans lequel bute. Donc, vous pouvez. Mais enfin surtout, vous l'avez compris, c'est surtout que j'ai un problème quand je rigole, quoi. C'est que mes yeux, ils disparaissent. Je comprends plus. Totalement.
Et je rigole assez souvent quand je vois le braquemar des gens. Et donc c'est Bruce Venture, c'est ça? C'est ça. Très bien. Ventureheim, Donc, ouais. De America. Tes DM sont ouverts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Mastodon, sur Vero et sur tous les sites, sur tous les réseaux sociaux alternatifs auxquels il y a à peu près maintenant 30 personnes. Donc voilà. Sur ce, Une petite dédicace rapide. Je dédie cette émission vas-y. à mon nouvel ami d'Amérique, Kyle, un bon gars qui dit bien, et une anti-dédicace parce que comme j'aime pas le bonhomme, pas de nom, juste les initiales, donc c'est BC. En gros, c'est un connard de France et vous pouvez vous passer de ce mec. Et je crois qu'aussi on a un petit message de Stephen Hawking qui nous a quitté malheureusement cette semaine. Je crois qu'il a enregistré un tout petit message à notre destination avant de quitter cette terre et nous allons l'écouter maintenant. Ah, tu t'attends à ce que c'est moi qui fasse le truc? Attends, j'arrive. Oui, bah... ah, attendez, il faut retrouver la cassette. Parce que Ah, voilà. Donc là, Son fauteuil roulant était trop loin, il a dû revenir. Voilà. Stephen nous a dit bon courage les gars, continuez comme ça. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à dans 15 jours les chats. Bye bye. Salut.